Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir. Est-il possible pour les 5 candidats au présidentiel du 12 décembre de percer le secret du refus catégorique d'aller vers des élections? Des élections sur le point d'être imposées. Est-il dans leur capacité de décrypter les messages de ces millions de citoyens qui les accusent ouvertement d'avoir été des acteurs de la corruption et de l'autoritarisme? Ont-ils seulement les moyens de saisir la dynamique qui s'est enclenchée à partir du 22 février? Quand vont-ils se rendre compte qu'avoir signé leur charte des bonnes manières ne les dispense pas de la clause de responsabilité au cœur de l'éthique en politique? D'ailleurs, quand vont-ils se rendre compte que cette charte ne fait pas d'eux des hommes politiques? Toutes ces questions sont fondamentales si l'on veut objectivement analyser les déclarations des différents candidats que la majorité du peuple algérien refuse. Et malgré cela, ils ont quelque part la conviction qu'après tout, les élections ne sont rien d'autre qu'une opération administrative imposée par les walis et les forces de sécurité. Ils pensent encore pouvoir vendre l'option du vote à l'opinion publique nationale et internationale en bricolant des meetings chahutés et en collant des affiches aux slogans mornes auxquels personne ne croit. Peut-être croit-il que ces élections s'organisent en inondant les réseaux de télécommunications du hashtag l'Algérie vote, Al-Jazair Tantakhib. Vous avez dû le voir, vous aussi, sur vos écrans, un hashtag qui apparaît sur toutes les chaînes de la télévision publique et privée. Des médias privés qui ont vu le jour et qui continuent de jouir d'un financement douteux. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que Abdelaziz Belaïd ignore que l'exemplarité en politique voudrait qu'elle admette avoir soutenu Bouteflika depuis 1999 et que son soutien lui a été sans faille? Il pourrait aussi déclarer que l'existence même de son parti est venue comme une récompense pour service rendu au pseudo-projet de réforme et d'ouverture de Bouteflika. Une vague de micro-partis a vu le jour avec des noms et des sigles différents, mais tous au service de la même organisation autoritaire, hégémonique, qui pratique le mensonge, les pillages et la manipulation. Belaïd a soutenu Bouteflika dans son entreprise de clochardisation de la vie politique, notamment lors du scrutin de 2014 et dans l'implantation de nouveaux satellites de corruption. Vous ne pensez pas que ce sont là des raisons suffisantes pour se retirer ad vitam de la vie politique et pour présenter ses excuses au peuple algérien? Que dire de Ben Grina? Qui pense-t-il berner, ce Ben Grina? Les Algériennes et les Algériens sont parfaitement conscients qu'il est une pure création des laboratoires des renseignements. Est-il conscient que son discours autour des chars et des mitraillettes de 90 pour diaboliser l'image de la période de transition ne fonctionne plus? Pourquoi? Eh bien, parce que M. Ben Grina était partie prenante de ce qu'il appelle lui-même les chars, les blindés. A-t-il oublié qu'il a lui-même été membre d'une assemblée de transition, CNT, imposée par Khaled Nzar et le général Toufiq, sans parler de toute la machine qui suit, en satellite et en relais pour renverser le processus électoral? Se rappelle-t-il avoir été la main docile de ceux qui ont provoqué une guerre contre les civils, une guerre sourde et aveugle, durant laquelle il a été nommé ministre au temps du général Zeroual? Plus tard, il sera nommé ministre sous Bouteflika, qui le connaît bien et qui en connaît beaucoup à son sujet. C'est d'ailleurs pour ça que Ben Grina lui restera fidèle tout le long, jusqu'au jour où la colère du peuple a éclaté. Ben Grina ne sait pas que le peuple sait que son parti a été monté de toutes pièces pour accomplir une mission précise, la même mission qu'il avait avec son parti précédent d'ailleurs. Et il n'est pas le seul. Son ami Ammar Ghoul a été instruit des mêmes missions. Est-ce que ce ne sont pas des raisons suffisantes pour disparaître de la vie politique, demander pardon au Créateur et à sa création?
Et ce n'est pas mieux du côté de Azdine Mehoubi, qu'il a fait partie des fondateurs du parti de la fraude des élections, qu'il a été député au Parlement grâce justement à ces fraudes. Se doute-t-il aujourd'hui que nous sommes parfaitement au courant qu'il a été président de l'Union des écrivains pour 2 mandats grâce à son allégeance à Ahmadou Yahya, qui, rappelons-le, est en prison actuellement, avec de lourdes charges contre lui. Sait-il que nous savons que l'ensemble de ces nominations sont affligées du sceau de Bouteflika? Il faut qu'il sache que nous savons que sa nomination à la tête du ministère de la Culture n'avait pas d'autre but que de mettre sous pression les intellectuels et les artistes algériens afin qu'ils soutiennent le 5e mandat en contrepartie de quoi? Et ils pouvaient bénéficier justement de financement pour leurs projets. M. Mehoubi ne pense-t-il pas que c'est un argument suffisant pour qu'il écrive un poème d'adieu, d'excuses au peuple, pour qu'il s'éclipse enfin de la politique et du monde de la culture, qu'il a entaché la culture, car lui, justement, il a entaché cette culture, lui qui est l'enfant de la décadence politique. Plus que 2 à passer au VAR, que dire de Benflis? Dire que Benflis a pris part à la décision d'imposer Bouteflika en 1999, notamment en diffamant et en injuriant les 6 candidats qui se sont finalement retirés, après avoir eu la certitude que la machine de la fraude avait commencé à s'activer pour imposer le poulain de l'armée au pouvoir, sans oublier qu'il a été directeur de campagne de Bouteflika, le gardien des secrets des coulisses de la présidence. Il a été son chef du gouvernement, le secrétaire général de son parti, qui a été transformé en comité de soutien de Bouteflika. A-t-il réalisé que les Algériens ne s'opposent pas seulement à Bouteflika, mais à tout un régime dont il faisait partie? Tout le régime qui est produit à l'infini des Bouteflika. Il doit se rendre compte, M. Benflis, que le peuple sait qu'il détient les informations classifiées sur le printemps noir. À l'époque, il était chef du gouvernement. Il devrait savoir que l'assassinat de citoyens innocents doit mener à des sanctions et au moins à la démission du ministre de l'Intérieur. Est-il au courant, M. Benflis, que de par sa pseudo-opposition à Bouteflika, il a contribué à légitimer le passage en force de Bouteflika en 2004 et en 2014? Tout cela n'est donc pas suffisant pour se faire tout petit et présenter ses excuses à ce peuple. Ce serait peut-être l'occasion pour lui d'écrire ses mémoires intitulées « Comment imposer Bouteflika au pouvoir de manière efficace ». En dernier, et pas des moindres, Abdelmajid Tebboune ne s'en rend peut-être pas compte que le peuple connaît ses relations avec les réseaux de l'Arabie Belkhair, le même Belkhair qui a imposé Bouteflika. Et là, à la tête du pays, il est de notoriété publique que Tebboune y a joué un rôle déterminant, notamment au sein du ministère de l'Intérieur, où, après l'arrêt du processus électoral, il a tout fait pour faire remplacer les assemblées élues par des comités exécutifs, comprendre choisis par le président, par le DRS. Son comeback vers la fin des années 90, son implication dans l'affaire Khalifa et tout ce qu'il a pu entreprendre comme ministère s'est fait sous le haut patronage de Bouteflika et de son sacro-saint programme. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il a reçu un décret présidentiel et lorsqu'il a été remercié, il a reçu un décret du même président. Sauf que son allégeance n'a jamais cessé. Et croyez-vous que tout cela ne soit pas suffisant pour que Tebboune se retire illico presto et qu'il présente ses excuses à un peuple éreinté par les nominations et le népotisme bien loin de la course présidentielle? Je crois qu'après cet énoncé, il est indécent de parler de charte de valeurs et d'éthique politique, alors même qu'il est impossible de demander des comptes à tout ce beau monde. Il serait plus juste de parler de décadence et d'indécence politique, d'insulte à l'intelligence collective d'une société qui ne cesse de demander la coupure radicale avec un système corrompu et despotique. Un système qui ne connaît pas et qui est incompatible avec la culture de la responsabilité et de la transparence en politique.
Présidentielle de Gaïd, pression ou tentation est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir des invités ici sur le plateau et par téléphone. Avec moi sur le plateau, Saïd Akinine, militant des droits de l'homme. Saïd Akinine, bonsoir. Bonsoir Hussein, merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Avec nous aussi Nazim Taleb du mouvement Rached. Nazim Taleb, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation également. Merci. Avec nous, c'est par téléphone depuis Alger, Atman Mazouz, secrétaire national chargé de la communication RCD. Monsieur Mazouz, bonsoir Azoul. Bonsoir Azoul, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghreb Beya. Merci à vous. Saïd Akinine, alors, présidentielle de Gaïd, pression ou tentation? Bien sûr, on parle des candidats. Ce n'est ni de la pression, ni de la tentation. C'est juste, ça cadre avec l'indigence dans laquelle sombre aujourd'hui le système et le régime. Il y a une dichotomie entre un peuple qui vit, un peuple qui s'exprime. L'Algérie aujourd'hui est une agora à ciel ouvert où le peuple, le digne peuple algérien, depuis le 22 février, s'est réapproprié les dates de l'histoire, les lieux de mémoire. Il s'est approprié aussi l'espace public et il fait de cet espace public un espace dynamique de circulation d'idées, de discussion et de débat. Un espace de création où nous voyons les charlatans transformés en dérision et des slogans vraiment issus du génie populaire et de l'humour percutant. Comme dit un sociologue, un peuple qui produit de l'humour, c'est un peuple qui sait où il va. De l'autre côté, un régime qui est en déliquescence finale, frappé d'une indigence politique, indigence intellectuelle, indigence éthique, indigence culturelle, indigence à tous les niveaux. Je commence par l'indigence culturelle, et là, j'aimerais bien parler de Nadi el-Bouka, de Salat Trottoir, de Salat el-Intikhabat. قرأت الحويني، قرأت ابن باز، أبو بكر الجزائري، العثيمين، ولم أجد يوما فوجدت صلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة، ولم أجد يوما صلاة الانتخابات وصلاة التمسخير على الشعب الجزائري وعلى ديننا الحنيف. C'est alors utiliser les appartenances du peuple algérien pour pouvoir l'endormir, ça ne marche plus. La religiosité populiste et la manipulation, quelle que soit sa sophistication de la religion, à des fins purement politiques, n'opère plus dans le peuple algérien, et surtout quand c'est associé à ces visites de Zaouia. Oui. Il me semble-t-il que dans le code électoral, il est interdit de visiter Zaouia quand dans leur charte d'éthique, oui. Oui. Quoi? Oui, on parle d'une charte maintenant. De quoi? Les candidats parlent d'une charte d'éthique. Et ils savaient c'est quoi le sens des mots? Et s'ils avaient un semblant d'honneur? Et s'ils avaient un semblant de dignité? Et s'ils avaient, vous savez, غنيمة النار هي الرماد، غنيمة نقص البصيرة هي الخسارة، غنيمة النكران هي البكاء، غنيمة اللاوعي هي الخسارة، وغنيمة المقاومة، غنيمة السلمية، غنيمة النضال، غنيمة الحقيقة هي النصر. الشعب الجزائري عنده حلين، النصر ثم النصر. Donc, revenons à ceux qui, s'ils avaient un semblant de respect pour eux-mêmes, ils n'auraient même pas écrit le mot « E » de l'éthique. L'éthique repose un certain nombre de valeurs. L'une des valeurs, c'est la lucidité, la vérité, le respect d'autrui, le respect des institutions, le respect du peuple, la légitimité populaire. Prenons-les un par un.
D'abord, pour qu'ils appartiennent au régime. On va revenir justement parce que c'est ça le... Je vais pas les disséquer un par un, au risque de vomir sur le plateau. On va revenir parce ça, que dans le CV, il y a une seule chose. Mentir, être un expert du mensonge, être infaillible sur la manipulation, avoir un doctorat dans le vol et ignorer tous les temps de conjugaison, sauf mentir, voler, tricher, pervertir, manipuler, même au plus qu'impossible. Donc parler d'eux ne m'intéresse pas, mais parler de l'Algérie de demain qui est en train de donner des leçons au monde. L'Algérie, ce n'est pas simplement la Mecque des révolutionnaires pour l'Algérie, mais elle est en train d'impulser une dynamique de renouveau, une nouvelle praxis politique qui va bousculer le nouvel ordre mondial pour l'inscrire dans le nouvel ordre mondial des peuples. Nazim Taleb, comment avec un CV ou des CV aussi médiocres, ces gens peuvent justement percer ce secret de refus catégorique d'aller vers ces élections? Saïd parlait d'éthique, l'une des 3 règles de Kant qui disait que comment savoir si une règle est éthique ou pas. C'est déjà se poser la question si elle est acceptée par la majorité. Donc déjà le premier test de Kant, il ne passe pas parce que tout simplement, ils sont refusés par le peuple. On le voit, il n'y a pas une salle qui est remplie. Si elle est remplie de journalistes, de cachiristes, de vieilles personnes qu'on ramène avec des bus, les pauvres, ou des jeunes qui sont naïfs ou qui ont besoin malheureusement, ils n'ont pas assez d'argent pour bouffer, pour avoir un repas. Là, ils mettent 100,000 ou 200,000. Les cachiristes. Voilà. Donc, je crois que finalement, c'est un débat, c'est une bataille perdue d'avance, ces élections, pour le Mutarashhin. Parce qu'ils le voient à vue d'œil que ça ne prend pas. Et ça ne prend pas du tout. Pourquoi ils insistent alors, Nazim? C'est la question justement principale de l'émission. Est-ce que c'est des pressions? Est-ce que c'est une tentation justement d'être président? C'est pourquoi? Puisque le peuple, ils sont rejetés aujourd'hui, ils sont boudés, ils n'arrivent même pas à faire leur campagne. Regardez, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a une raison de génération. C'est des gens qui sont issus du système. Donc ils sont issus de slogans de novembriens, le badiciens, ceux qui emploient le wououd, le kadiba, on va vous construire, etc. Ils emploient exactement les mêmes méthodes qu'a utilisé Boumediene, ramener les cars, sortir les gens des écoles pour applaudir le passage les présidents. C'est des gens qui sont issus du même système. Donc ils ne peuvent pas produire de quelque chose qui est différent de ce qu'ils ont appris pendant leur plus jeune âge. Vous prenez Tebboune, il a commencé à 25 ans dans l'administration. Benflis, pareil. Mihoubi, pareil. Tous. Ils ont tété du sein de Hadr Nedam. Donc pour qu'ils produisent quelque chose de nouveau, ce n'est pas possible. Et donc on a un problème générationnel. C'est comme si aujourd'hui, j'ai un smartphone, vous demandez à un Algérien, vous lui dites, voilà, je vais vous donner un Telex. Voilà, c'est 2 choses différentes. Vous avez Shabab 2.0 et vous avez Nedam 0.0. C'est-à-dire qu'il produit que de la médiocrité, il produit que de la bassesse, il produit que de l'échec, il produit que de la corruption, il produit que du piston, il produit que... Finalement, quand on fait le bilan de 1962 à aujourd'hui, c'est un bilan catastrophique. Donc ces gens-là, alors certains ont subi des pressions. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont mêlés, ils sont... Comme qui? Tebboune, Benflis, l'affaire Khalifa, Tebboune, tout l'argent qu'il a pris pendant qu'il était ministre de l'Habitat. De l'habitat pendant 2001. Rappelez-vous, Tebboune, il disait en 2000, c'est un programme quinquennal de Adl 1. Quinquennal, aujourd'hui on est en 2019. C'est-à-dire on est à combien? 18 ans. C'était un projet quinquennal. Aujourd'hui, le projet qui était censé être quinquennal n'a pas encore abouti. C'est-à-dire qu'on est encore en train de distribuer des programmes Adl 1. Ça, c'est juste la partie promesse. Sans parler des pots de vin qui sont soupçonnés d'avoir pris
Ben Felice est soupçonné d'avoir pris des pots de vin. Flafakh Khalifa, Ben Felice a aussi du sang sur les mains. Il ne faut pas l'oublier. Il était Premier ministre de Bouteflika quand on a massacré 134 Mihoubi, il est soupçonné d'avoir fait des viols, d'avoir fait le macro pour les dignitaires du parti et des militaires. Donc tout ce bon monde, ils ont une ardoise noire. Donc il est facile de faire des pressions sur eux. Tu te mets et ben tu vas aller à 15 prisons. Et comme c'est des gens qui ont peur de la prison, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de courage, malheureusement, c'est avec tristesse que je le dis, parce que s'ils avaient un minimum de dignité, au premier prisonnier qu'ils ont pris dans leur salle à eux, parce qu'ils voient que les gens sont contre le vote et ils voient les camions de police qu'ils prennent à tour de bras des gens qui sont contre le vote. Il n'y a pas un qui a eu le courage ni la dignité de démissionner pour finalement dénoncer ces pratiques. Parce que comment voulez-vous que les Algériens puissent croire à quelqu'un comme Ben Felice qui dit « oui, je vais instaurer la démocratie ». Comment tu vas instaurer la démocratie? Toi-même, tu ne l'acceptes pas. Toi-même, ceux qui s'opposent à ton élection, tu les mets en prison. Indirectement, ils voient que les gens sont emprisonnés. Du moins, tu ne le condamnes même pas. Tlemcen, il n'a même pas dénoncé 18 mois de prison pour 4 de Tlemcen, juste parce qu'ils ont dit non au vote. Et les derniers jeunes qui ont assisté dans des marches nocturnes. Vous voulez croire que les Algériens vont croire, ces gens-là, qui acceptent que les gens soient emprisonnés juste parce qu'ils sont contre les élections? Comment voulez-vous que les Algériens acceptent des gens comme Tebboune, dont le fils est soupçonné d'avoir mêlé à des trafics de drogue? Et avec autre puissance, il dit non, c'est l'Essaba qui l'a mis en prison. Par contre, quand on lui a posé la question, la justice est indépendante, je ne peux pas m'exprimer dessus. Donc la justice est indépendante quand il s'agit des Algériens, l'Algérien lambda qui se révolte contre ce système. Pour sa et par liberté contre, pour sa progéniture. Et là, il trouve que c'est l'Essaba. Mais l'Essaba, tu faisais partie de l'Essaba. Jusqu'à quelques mois, il disait c'est lui qui va être appliqué. Et vous croyez que les Algériens sont aussi bêtes? Non, les Algériens, comme je l'ai dit, c'est 2.0. Ils comprennent, ils ont appris de notre histoire de 62, de 92, ils ont appris de l'expérience égyptienne, syrienne. L'Algérien, comme je l'ai dit l'autre émission, il est mûr. On ne peut plus lui faire avaler des couleuvres comme on l'a fait précédemment. Athman Mazouz, est-ce qu'il est avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, alors Athman Mazouz, pour parler alors de ces candidats, les 5, est-il dans leur capacité de décrypter un peu tous ces messages, les messages de nos invités ici, les messages de millions de citoyens d'Algériens qui les accusent ouvertement d'avoir été des acteurs de la corruption et faire partie de cette Essaba? Tout à fait, je partage tout à fait leurs avis. Et je dirais plus que ça. En fait, c'est des candidats qui sont là pour la reconduction du même système, un système dont ils font partie. Et puis les Algériens ne croient plus à une élection qui a été convoquée à partir d'une caserne. Vous savez, qui c'est qui va croire un Gaïd Salah? Un Gaïd Salah qui convoque une élection à partir même d'une caserne où les Algériens sont unanimes maintenant à dénoncer cette armée, ce commandement de l'armée qui est en train de dicter sa loi aux Algériens. Aujourd'hui, les Algériens sortent à travers toutes les villages du pays pour dire non à la Essaba, non justement à ce que les militaires prennent le pouvoir et décident du sort des millions d'Algériens. Effectivement, ces jours-ci, nous assistons partout à une campagne insolite. Tout à l'heure, notre ami parlait d'une campagne qui est faite de larmes, de prières et de discours creux, sans perspective. C'est une réalité. Et plus personne dans le pays, plus personne à travers toutes les vilayettes, où ils sont d'ailleurs chassés à chaque fois, ne croient à leurs discours, ne croient à leurs promesses. Ils ne croient à cette élection-là. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse tout pour faire échec justement à cette énième mascarade électorale, à cette énième supercherie électorale. Je crois qu'il faudrait redoubler justement
de mobilisation. Je suis convaincu que les jours à venir, la mobilisation sera encore plus importante. J'ai vu à travers toutes les wilayas, durant cette première semaine, où les populations sortent en masse. Et dans certaines localités, ils ferment carrément les sièges des APC, les sièges de Daïra, où l'on voit aussi des chefs de Daïra, en fait, qui ne trouvaient pas quoi dire. En renvoyant à chaque fois, en fait, la question à ceux qui viennent manifester en leur disant « nous n'y sommes pour rien ». Nous n'allons pas participer à l'organisation, c'est à l'instance indépendante d'organiser tout ça. Monsieur Atman Mazouz, est-ce que ces candidats sont obligés de participer à cette mascarade? Est-ce qu'il y a des pressions? Pourquoi ils ne se retirent pas? C'est des questions que les Algériens se posent aujourd'hui. Il y a quand même un refus aujourd'hui qui est exprimé par la rue algérienne, et même à l'étranger d'ailleurs. En fait, les Algériens, ça fait longtemps qu'ils ne croient plus à ces candidats. En fait, c'est des bamboches politiques. C'est des instruments qui sont entre les mains des militaires. C'est une réalité. Tous les candidats actuellement sont issus du système. On ne voit pas d'opposant crédible qui est candidat. Tous les candidats, que ce soit Tebboune, Benflis, Roubi et les autres, tous ont fait partie de ce système, tous ont fait partie de la fatigue qu'ils ont produit dans notre pays. Et plus personne ne croit à eux. Et d'ailleurs, en fait, on les prie de sortir de la rue. De sortir de la rue et de venir. Ils se disent qu'ils sont en campagne. Ah ben, qu'ils viennent ce vendredi ou bien ce mardi faire leur campagne dans la rue. Qu'ils viennent à la place Odin, qu'ils viennent dans les quartiers à Belcourt, à Dabelouad, à Tizi Ouzou, à Tlemcen, à Constantine. Ils ne pourront pas le faire. Ils sont en train d'être guidés comme des bombes politiques. Excusez-moi, sincèrement, c'est de véritables instruments. C'est de véritables instruments. Ils ont perdu toute crédibilité. Nous savons pertinemment que le 12 va passer. Mais vous croyez que, quel que soit celui qu'ils auront à désigner, il ne pourra jamais être écouté par les Algériens. Il ne pourra même pas s'adresser comme ça, honnêtement, aux Algériens pour les inviter à quoi que ce soit. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette élection-là, je suis convaincu, si elle a des lieux, elle va encore aggraver la crise, elle va encore aggraver la contestation. Et c'est pour ça que je suis très confiant. Il faudrait qu'on continue notre mobilisation pacifique, il faudrait qu'on continue à appeler au rejet de cette élection-là. Restez avec nous, Monsieur Mazouz. Une véritable transition. Restez avec nous, on va ensemble regarder ces vidéos justement, quelques images qui nous viennent un peu de partout en Algérie. Là, on voit des citoyens rejettent ces élections, mais pire que ça, chassent ces candidats. ما كاينش مشكل انا متربيين ومثقفين واحد كيهضر راه يجي في المشاكل دورنا عوره هيا وليدي نروح من سيفو زر الصلوات استعدوا ضبط النفس يا جماعه نرموا من اجلك يا ضبط النفس اجي بيت لمس انتصر انتصر انتصر
On a d'autres vidéos aussi donc, des citoyens qui manifestent aujourd'hui d'ailleurs. Je pense à Bouzgane, à Bouira. On va regarder les vidéos. الساقي lundi 25 نوفمبر 2019 اقلا غادي راد بوزكان الساعه لا كومين بوزكان لا كومين ديلو المالو لا كومين الزيكي لا كومين في الجار الغاشي فغم سويت على بال دو كوميتي سيتويان اركازان تلاويني مغاران في مغارين يقوردان اكن ملان. Saïd Kinin, le peuple le dit haut et fort non à ces élections. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et quand on a l'habitude, et d'ailleurs les deux questions se complètent, pourquoi ils se présentent même si ils savent que... Parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Le 12, ils l'ont placé dans une option stratégique, mais pour le régime, non pas pour le peuple. Simplement, pour le peuple, il est conscient que l'horizon du régime n'est pas indépassable. Premier élément. Deuxième élément, s'ils ne se présentent pas, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Ils vont perdre des avantages, ils vont perdre des facilités, ils vont perdre en fait cette Algérie d'en haut qui méprise cette Algérie d'en bas. Et nous avons vu cette image tout à l'heure où ce charlatan à l'élection, encore une fois, vient provoquer. Et là, je crois que le peuple algérien ne va pas rentrer dans un certain nombre de pièges qui consistent à faire sortir de la Silmia cette belle révolution. Le peuple algérien est déterminé, non pas simplement qu'il n'y ait pas d'élection, mais de restituer à l'Algérie sa place dans le concert des nations. Le peuple algérien a décidé et il est déterminé à conjuguer au passé décomposé, putréfié de la poubelle de l'histoire, tout ce personnel qu'on voit, anciens députés, anciens ministres, anciens diplomates, anciens, qui se sont servis qui ont usurpé le pouvoir pour l'utiliser à des fins personnelles. Regardez, il y a une chose qui est très simple. Comment se fait-il qu'ils se présentent à des mascarades alors qu'ils n'ont jamais, l'éthique aussi c'est rendre des comptes, ils n'ont jamais rendu des comptes des postes qu'ils ont occupés. L'un, il a occupé un poste de la culture. Qu'en est-il de la culture aujourd'hui quand on voit qu'il y a à peine 2-3 cinémas qui fonctionnent en Algérie? Qu'en est-il de la culture aujourd'hui quand on voit que l'expression culturelle a été réservée simplement à un certain nombre de personnes qui gravitaient autour du régime? Quelle est l'expression de la culture quand Majd Darromi, on l'a ramené, on lui a donné, je crois, 10 milliards de centimes? Qu'en est-il de toutes les manifestations qui ont été organisées, que ce soit par celui qui est charlatan aujourd'hui à cette mascarade électorale et d'ailleurs de sa prédécesseur? Le peuple algérien, il est en train de faire d'une façon populaire, pacifique et consciente l'inventaire patriotique du régime. Et l'inventaire patriotique du régime, c'est quoi? C'est très simple. C'est de dire que voici l'hôpital est malade. C'est de dire que voici l'école est sinistrée. C'est de dire, et ça, le peuple, il le fait à travers du journalisme citoyen. Ce matin, j'ai vu une vidéo d'une fille à Oran qui était en chimiothérapie, et parce qu'elle dénonçait les conditions lamentables dont sont traités ceux qui faisaient des soins dans l'hôpital, elle a été jetée dehors.
Vous voyez le degré de l'humanité où ils sont inhumains, ils sont infrahumains. Et moi, je me dis même, est-ce qu'ils ne prennent pas de la coque? Parce qu'ils vivent dans des planètes où on ne peut pas... Quand, par exemple, on lit le discours de Gaïd, le dernier, Oui. je ne sais pas de quelle planète il vient, ce discours. De quelle À Algérie un certain moment, il parlait de Sherdam al-Aqalliya, et par la suite, l'Aïsabat, et par la suite, bon, l'Aïsabat, ça c'est un concept corrupteur, hein, c'est un concept générique. Oui, parce qu'ils parlent tous de Aïsaba. Ben Felice aussi, il nous parle de Aïsaba. C'est un concept valise où on peut mettre tout ce qu'on veut. Définissons les concepts. Est-ce que l'Aïsaba, par exemple, c'est celui qui a tué les Algériens, c'est celui qui a volé? Et là, à partir de là, nous allons commencer à définir qui est qui. Mais sont tous, comme l'a dit Nazim tout à l'heure, en effet, ils ont été le sein du régime. Et le sein du régime, qu'est-ce qu'il donne? Pour le peuple, le sein du peuple, il donne des valeurs, il donne de l'éthique, il donne du patriotisme, l'amour du peuple, il donne l'amour de la patrie, la vraie histoire, la vérité, la transcendance, l'amour, la fraternité. Mais par contre, le sein du régime, qu'est-ce qu'il donne? D'abord, ce sein, il est alimenté par le sang des Algériens, le sang physique, organique, oui. hein, et aussi les billets tachetés de sang des misères des Algériens. Ce sang, qu'est-ce qu'il donne? Il donne de la corruption, il donne du mensonge, il donne la destruction et la construction de la destruction du pays. Il donne l'ingérence. Et aujourd'hui, nous avons vu que le porte-parole parle de l'ingérence. L'ingérence aujourd'hui, qui est la main de l'ingérence? L'ingérence aujourd'hui, c'est ceux qui ont le dossier médical de l'ancienne momie. Oui. De l'ancienne momie. C'est ça l'ingérence. L'ingérence, c'est quand on ramène le pays à être le 3e importateur mondial de la poudre de lait. L'ingérence, c'est quand on a transformé de terres qui étaient le grenier, les terres du grenier de l'Europe aujourd'hui, au 2e importateur du blé français. L'ingérence, c'est quand on accepte à ce que des contrats soient signés au détriment de l'intérêt du pays. L'ingérence, c'est quand on accepte qu'un autre pays brime les Émirats à travers des trolls, ainsi de suite, prime des Algériennes et des Algériens pour s'exprimer librement. L'ingérence, c'est quand on a envoyé Brahimi qui est mondé l'Italie, qui est mondé la Chine, qui est mondé la France, qui est mondé un certain nombre de pays pour leur dire Hagrouna. L'ingérence, c'est quand Ben Salah, il était allé voir Poutine, Bouka, Nadil Bouka. حقرنا الشعب ديالنا راهم يضربونا et la situation elle est maîtrisable. Nous avons une feuille de route, Monsieur Poutine. Aidez-nous contre Il a repris le discours peuple. de Gaïd, donc disons qu'il y a quelques éléments dans la c'est grave. Et aussi l'ingérence, c'est de fragiliser l'institution militaire, parce que quand on ingère l'institution militaire, le commandant militaire s'ingère dans les questions politiques qui sont par essence divergentes. Il y a certains pour le vote, d'autres contre le vote, certains de gauche, d'autres de droite, certains laïcs, d'autres qui ne le sont pas, ainsi de suite. Ça, c'est des questions divergentes. Mais quand une institution qui est censée être un monobloc, qui est censée être... qui représente aussi toutes les appartenances sociales. Quand on l'immisce dans la politique, on la fragilise et on offre le pays au pire danger. Heureusement, aujourd'hui, le pays n'a jamais été aussi sécurisé. Pourquoi? Parce que le peuple algérien est conscient que le danger est le commandement militaire, et le peuple algérien, il fait bloc avec l'institution, mais il dénonce le commandement militaire, et le porte-parole du commandement militaire, comme l'a dit Oueladi, doit être mis en retraite pour des raisons d'État. Nazim Taleb, sur la même question, et surtout cette question de Aïsaba, justement, on voit, il y a des candidats qui parlent de Aïsaba, Ben Felice par exemple, en l'occurrence, et qui a déclaré qu'il était ou qu'il serait le premier qui avait défié cet Aïsaba. Bon, je sais que l'émission, elle est autour de Moutrachhin, mais il faut revenir à l'essentiel. Ces candidats, on l'a vu, ils sont rejetés massivement par le peuple, ils ne pèsent rien, et c'est tout simplement des poupées, des marionnettes, des pantins dans les mains des généraux. Donc il faut quand même restituer le problème où il est, c'est le qiyada, les généraux, qui
ont main basse sur la politique en Algérie. Donc c'est eux qui tirent les ficelles. Donc on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Le slogan le plus répandu aujourd'hui en Algérie, c'est Dawla Madaniya Machi Askariya. Absolument. Parce que l'Algérien a conscience que la politique se fait derrière ou bien dans les casernes, elle ne se fait pas ailleurs. Bien sûr, avec un soutien bien présent des puissances étrangères, avec leur lobby pétrolier, etc. Maintenant, vous dites que Moutrachhin, il dénonce l'Aïsaba. Premièrement, il faut être sérieux à un moment donné. D'accord ? Il faut être factuel. Et je commencerai par les discours de Gaïd Salah. Il dit qu'il y a une fiat qui s'insère dans le Hirak, des Aïsaba qui sont à droite, à gauche, des gens qui sont, on sait que c'est des antennes des puissances étrangères. Mais quand on est, comme il le dit, une armée puissante avec des services de renseignement puissants, ce genre de choses, on ne les dit pas. Celui qui sert les intérêts étrangers, soit qu'il soit harké ou l'ex, etc., on le prend, on le met en prison. On ne le dit pas devant le peuple. Comme Émile le petit jeune, oui. Voilà, quand on est factuel, on nomme les choses. L'Aïsaba, c'est simple. Vous avez 40 millions d'Algériens à gauche. D'accord, on dit qu'il y a 10 millions qui sortent, 20 millions qui sortent, bon, c'est pas grave, 10 qui sortent. Et vous avez finalement... il y a des Algériens qui sortent pour les élections. Un petit groupe, oui, y compris ceux qui sortent pour les élections, oui, qui disent... alors, les généraux, c'est eux qui disent sur les 10 millions, c'est l'Aïsaba. Généralement, l'Aïsaba, c'est un nombre minime. C'est un petit nombre. Donc moi, je dirais que l'Aïsaba, c'est eux. C'est eux, l'Aïsaba. C'est eux qui ont mis le pays à genoux. C'est eux, Cherdama aussi, oui, bien sûr. C'est eux qui sont en train de faire des contrats avec Eni, avec Engie, ici en France pour l'exportation du gaz, avec Total, avec aucune transparence. On ne sait pas ce que ces contrats comportent. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas dans l'intérêt du pays. Parce que ces gens-là, ils sont en train d'acheter leur place, encore une fois, sur la chaise, sur le fauteuil du pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Donc l'Aïsaba, c'est eux. C'est eux qui ont mis l'Algérie à genoux. C'est eux qui ont fait qu'on a aujourd'hui, parmi les 25 ans, les 18-25 ans, on a un taux de chômage de 35%. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est entièrement dépendante du pétrole et gaz. C'est eux, l'Aïsaba, la mafia. C'est une mafia, c'est une dictature. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une mafia et c'est une dictature qui ont fait des millions, des centaines de millions, des commissions et de rétrocommissions sur les ventes, les achats d'armes, sur les achats de ciment, sur les constructions de Adl 1, Adl 2, sur l'autoroute. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont en prison, n'est-ce pas? Donc, finalement, l'Aïsaba, c'est eux. Il ne faut pas se tromper de cible. Il y a donc une Aïsaba dominante, il y a une Aïsaba dominée, c'est ça? Ah non, on n'est pas Aïsaba. Quand on est 10 millions, on ne peut pas être Aïsaba. Ça peut pas être non, possible. je parle d'Aïsaba qui est en prison aujourd'hui. Non, c'est une guerre de clans. Pourquoi les Algériens n'ont pas été dupes? Parce que Gaïd Salah, justement, quand il a mis en prison Saïd, Tawfiq, Tartag, il a cru que finalement, l'Algérien, merci Gaïd Salah, on va rentrer chez nous. Mais l'Algérien, encore une fois, et on le redit, il a une grande maturité et chapeau pour cette maturité, chapeau pour ce peuple algérien qui n'est pas dupe des enjeux existentiels de l'Algérie aujourd'hui. Parce que si on ne gagne pas cette bataille, c'est foutu pour l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie doit surmonter l'insurmontable. Pourquoi c'est foutu, Nazim? Il va y avoir d'autres batailles. Le peuple est toujours là, la détermination est là. Non, parce que, regardez, dans le cycle des peuples, vous avez des périodes de pic, comme aujourd'hui on le voit en Algérie. Si l'Algérien aujourd'hui, pour des raisons quelconques, et je ne le crois pas, il ne faut pas rater ce virage. Je crois qu'on va réussir notre... Vous avez à un moment donné du désarroi. Ce qu'on a vécu d'ailleurs après la décennie noire, une perte d'accalmie, ce qui est normal, parce qu'à un moment donné, les Algériens vont dire oui, on est sorti 9 mois, on a fait ce qu'aucun peuple au monde n'a fait et finalement on n'a rien à changer. C'est pour ça que je vous dis c'est existentiel. Et c'est pour ça que si on ne réussit pas cette bataille, si on ne réussit pas de leur faire, comment dirais-je, l'échec
faire échec à ces élections du 12. Et encore une fois, ce n'est pas le 12 qui est notre... Mais il faut faire échec à ces élections. Et même s'il y a élection, il faut continuer le combat. Parce que c'est un combat qui peut être long, mais c'est, comme j'ai dit, c'est existentiel. C'est soit eux, soit nous. Parce que demain, si on ne réussit pas ça, eh ben, ils vont faire main basse, ils vont mettre tout le monde en prison. Sisi, regardez Sisi ce qu'il a fait. Même ceux qui étaient à côté de lui, il les a mis en prison. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur. Ces élections ne doivent pas avoir lieu. Notre problème, ça reste les généraux qui ne font même pas sur la politique en Algérie. On refuse les élections du 12 et même si elles ont lieu, on refuse d'admettre le fait accompli et on continuera notre combat jusqu'à la consécration de nos demandes, qui est un État civil, qui est un État de droit, un État démocratique, un État où tous les Algériens sont respectés indépendamment de leurs différences politiques, régionales, idéologiques. On doit bâtir, bien sûr, religieuse, on doit bâtir une Algérie malgré nos différences, on doit s'accepter et c'est ça la magie de ce peuple. Aujourd'hui, on s'accepte, alhamdoulilah, on parle entre nous et c'est pour ça que ce ciment qui ne cesse de se consolider, eh ben, l'armée malheureusement n'arrive pas à le briser, n'arrive pas à le fissurer et c'est plutôt eux, leur édifice à eux. L'armée ou le commandement quand je parle de l'armée, je parle du commandement de l'armée. Okay. Je parle jamais de l'armée. Oui, l'armée, c'est une propriété du peuple algérien. C'est notre propriété. Khouana, c'est nos frères. C'est une institution militaire. Ça appartient au peuple algérien. Donc moi, je parle du commandement militaire. Et donc leur édifice à eux, qui est basé sur la corruption, sur les passe-droits, sur les privilèges, c'est cet édifice-là qui est en train de se fissurer. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens qui n'ont pas encore passé la frontière et rejoint leurs frères Fal Hirak doivent le faire aujourd'hui. Parce qu'il ne tient qu'à un fil que les gens, soient notamment dans le Jihaz al-Amn, c'est-à-dire police, gendarmerie, armée, il faut qu'ils dépassent leur badge et il faut qu'ils se rejoignent au Hirak. Parce que ces gens-là, si on a ce courage de le faire, il va s'effondrer en quelques secondes, même pas en quelques heures. Athman Mazouz, comment faire ou qu'est-ce qu'il faut faire justement pour gagner cette bataille malgré cette mascarade qui est programmée? En fait, pour moi, la bataille est déjà gagnée. Elle est gagnée sur le terrain en voyant que les candidats n'arrivent plus à sortir et à mener leur campagne correctement. Mais aussi, on voit que, en fait, moi, je suis très confiant. Je suis très confiant par rapport à ce que fait le peuple algérien à travers tout le territoire national. Aujourd'hui, en fait, les 5 candidats désignés par la SABA pour justement reconduire les bonnes pratiques du système et le système n'arrivent plus, non plus d'assises populaires, qui va les accompagner dans leur campagne, qui va les écouter. Nous voyons à travers le pays profond, à Khenchla, à Bojbarani, Djaouergla, mais aussi dans pas mal de wilayas, les gens sortent. Ce n'est pas seulement l'affaire, en fait, des villes du Nord. Maintenant, c'est à travers tout le pays. Et lorsqu'on voit les Algériens se mobiliser à travers tout le pays, moi, je suis convaincu que la victoire est proche. Même s'ils arrivent à organiser ce simulacre-là, plus personne ne croira au résultat, plus personne ne croira à celui qui sera désigné, plus personne ne donnera de crédibilité à celui qu'ils auront désigné. Les Algériens vont comprendre, en fait, vont prendre ça comme étant une autre provocation. Monsieur Mazouz, est-ce que les arrestations vont continuer? Vous savez, même s'ils procèdent à des arrestations, les Algériens ne reculeront pas. Hier seulement, j'ai été à Sétif, ils avaient libéré en fait deux jeunes, et j'ai été en fait très rassuré par rapport à la mobilisation qu'il y avait sur le lieu, très rassuré aussi par cette mobilisation de Sétifiens qui sont venus soutenir les personnes interpellées, même s'ils arrivent effectivement par dizaines, par trentaines, mais en écoutant les candidats, n'apporter même pas de soutien par rapport aux personnes qui sont arrêtées.
ne dénoncez même pas ce genre d'arrestation arbitraire, les Algériens ne feront que redoubler de mobilisation, ne feront que continuer cette extraordinaire révolution pour qu'elle aboutisse à bon port. Monsieur Mazouz, justement, comment expliquez-vous cette manière dont le pouvoir ou la junte aujourd'hui utilise la justice contre son peuple? En fait, la justice a tout le temps été instrumentalisée. Nous avons tout le temps eu affaire à une justice soumise, à une justice aux ordres. Aujourd'hui, il est bien de constater que certains juges n'écoutent plus les ordres. C'est une très bonne chose. Hier, j'ai à discuter avec un magistrat, justement, qui me disait que enfin ce peuple-là a réussi à nous libérer. Et c'est une très bonne chose. Eux aussi voulaient de tout cela. Voulaient de cette formidable mobilisation. Ils veulent que ça continue parce qu'ils savent pertinemment que Gaïd Salah est en train d'instrumentaliser la justice. Gaïd Salah est en train d'utiliser le tribunal de Sidi Mohamed comme étant une annexe de Tazer pour justement régler ses comptes à cette révolution. Il ne faudrait pas qu'on cède, il faudrait que les juges aussi se libèrent, fassent aussi un effort. C'est ce que nous attendons, mais aussi les citoyens doivent continuer cette mobilisation, doivent soutenir les familles des détenus, doivent rester aux côtés de ces détenus pour exiger leur libération conditionnelle. Athmane Mazouz, dernière question pour vous. Demain, donc, c'est mardi des étudiants. Comment voyez-vous la journée de demain? Je suis très convaincu que la mobilisation de demain va être aussi une autre mobilisation extraordinaire des étudiants, mais aussi des Algériens qui vont rappeler à ce pouvoir qu'il est temps de partir, rappeler à ce système finissant qui va disparaître, mais aussi une autre occasion pour les jeunes étudiants de rappeler qu'il est hors de question d'aller vers une autre supercherie électorale organisée par la Aïsaba. Athmane Mazouz, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD, merci. Atik Saha, une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous invités aussi. Merci à vous. Saïd Akinin. Donc demain c'est mardi des étudiants, c'est le 40e mardi donc, des étudiants. Comme d'habitude, les étudiants vont être en force un peu partout en Algérie pour dire non à cette Aïsaba, justement, non à ces élections. D'abord, sincèrement, quand on voit ce qu'est en train de réaliser le peuple algérien, alors que toutes les analyses le prédestinent à soit être violent, soit continuer dans le silence. Et d'ailleurs, certains avaient qualifié, bien avant le 22, ils disaient لو كانت تكون ثورة غدوة تكون ثورة الجياع. Aujourd'hui, nous voyons qu'à travers cette femme à Alger, et beaucoup plus d'exemples par-ci par-là, que les jeunes Algériens et les Algériens ne sortent pas pour avoir un logement ou pour du pain. Pas du tout. Donc ils sortent pour libérer l'Algérie. Pour la liberté, oui. Et d'ailleurs, l'un des autres slogans, en dehors de Madania Mechi Askaria, qui est le plus répandu, Jazair Hurra Demokratia. Oui. Algérie libre et démocratique. Ça, c'est le deuxième slogan que nous avons entendu partout dans le pays. Jazair Donc, ça, c'est le deuxième élément. Les étudiants sont les yeux de notre révolution et la jeunesse est la locomotive de l'histoire. La jeunesse, c'est l'avenir du rêve algérien. La jeunesse est en train de donner la cadence, de lancer les jalons, de crier, de se mobiliser. Et aujourd'hui,
Et, il n'y a pas que les étudiants. Depuis que... Oui, ils sont rejoints par tous les citoyens. Ils sont rejoints par tout le monde parce que la société n'avait pas... parce que la société s'est fait le devoir. Parce que c'est une révolution, voilà. On parle des mêmes choses. Oui. 1, de protéger, 2, de accompagner, 3, de participer. Et comme c'est une révolution, moi, je ne crains pas, je suis dans la confiance. Vous savez, pour nous, ils sont partis déjà. Donc, et ne conditionnons pas l'avenir de cette révolution à l'agenda politique du régime. Les dates du régime ne sont pas les dates du peuple. Le régime est dans le 12, le peuple est dans le 13. Et les pronostics, c'est pour les commentateurs de football et pour ceux qui font la météo. Nazim, ils sont partis déjà d'après Saïd Akinine. Est-ce que ces mardis des étudiants vont accélérer justement ce départ? Non, mais il faut bien sûr, comme les étudiants, le qalb al-nabid تاع الحراك en Algérie, ça c'est une réalité. Mais quand on parle des étudiants, on parle des jeunes d'une manière générale. Absolument. C'est les jeunes. Ils sont rejoints aujourd'hui par tout le monde, par tout le peuple. Bien sûr, parce que justement, parce que effectivement, ils ont su garder pendant même, vous vous rappelez, ils ont fermé les cités universitaires. Ah oui. Pendant les vacances d'été, oui, voilà, pendant le ramadan, oui, bien sûr. Et ce qui était extraordinaire, c'est chez les étudiants algériens, c'est-à-dire en été. Pourtant, c'était pas la période universitaire et ils se sont quand même restés mobilisés. Ils ont quand même maintenu la cadence, oui. Et donc ça, c'est quand même magnifique de voir ces jeunes et surtout les étudiants être aussi déterminés et finalement cette détermination nous donne une motivation à aller vraiment jusqu'au bout de notre combat. Et les jeunes, pour parler des jeunes, n'oublions pas que, puisque Houmani hadrou bzaf ben novembriyin, on est novembriste, vous savez, le plus âgé de ceux qui ont déclenché novembre 54, c'était Karim Belkacem. Je crois qu'il avait 29 ans ou 31 ans. Oui, et le reste, c'était 24-25 ans. Oui. Donc, quand ils parlent de novembriste, ils oublient que c'est les jeunes qui ont fait la révolution de 54. Et c'est les jeunes, aujourd'hui, qui construisent les nations. Pas parce que les vieux ne sont pas productifs, c'est juste parce qu'on est dans un monde en pleine évolution, avec une rapidité de changement technologique où même nous, qui avons, moi personnellement 40 ans, je suis dépassé quand on parle de la crypto-monnaie, quand on parle de l'intelligence artificielle, etc. Et c'est pour ça que ces jeunes-là, c'est eux l'espoir de l'Algérie, c'est eux les compétences de l'Algérie de demain qui vont bâtir une Algérie forte, une Algérie pas dépendante du pétrole et du gaz, pas ceux, c'est tout ça. C'est le pétrole, le gaz, on a découvert le pétrole, on n'a pas découvert de pétrole. Et vous avez par exemple dans certains journaux, c'est tous les jours. Toujours le même sujet, oui. C'est toujours le même sujet. Oui, et pourquoi? Parce que ces jeunes ne sont pas pris en compte. Regardez, dans des pays développés, vous avez la Silicon Valley, on met tout à disposition pour les jeunes qui sont créateurs, qui font des start-up, qui passent finalement. Regardez juste par exemple l'expérience de Facebook ou Google. Ils ont commencé dans un garage ou dans une petite chambre universitaire, comme le cas de Facebook. Aujourd'hui, ça pèse 700 ou 800 milliards de dollars. Donc, c'est ça l'avenir de l'Algérie. Et en rendant leur hommage, parce que c'est eux, grâce à leur mardi de mobilisation, qui ont permis à Al-Hira, qui ont donné aussi un souffle nouveau à ceux qui sont dans le vendredi et vice-versa. Ceux du vendredi aussi donner de la motivation à ceux du mardi. C'est magnifique. N'oublions pas non plus que les manifestants aujourd'hui en Algérie sont devenus journalières. C'est devenu journalier que les gens, même la nuit, c'est-à-dire même c'est des manifestations nocturnes. Maintenant, il y a des marches nocturnes, oui. Et on dénonce malheureusement que le Qoudat sont toujours dans ce rôle de la sainte. On va revenir à ce sujet de l'Qoudat justement et de la justice parce que je ne vous ai pas posé la question à vous, contrairement à M. Mazouz. Avec nous, un étudiant justement depuis Tizi Ouzou, l'université Tizi Ouzou, Omar Tabet. Omar Tabet, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vos invités et à tous les spectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, Omar Tabet, merci. Alors, demain, c'est mardi 40. Les étudiants vont sortir comme chaque mardi pour exiger un peu les mêmes revendications que tout le peuple algérien revendique aujourd'hui dans le départ de cette Aïsaba, de la junte militaire.
Donc, comme vous avez dit, demain c'est le mardi 40. Il faut savoir une chose, c'est que les étudiants sont toujours déterminés pour un état de droit. Nous ne pouvons pas partager l'idée des gens qui disent qu'on doit trouver des alternatives pour sortir l'Algérie de cette crise. Parce que nous ne sommes plus dans une crise politique, nous ne sommes plus dans un impasse politique. Nous sommes dans un processus révolutionnaire. Nous sommes dans une révolution. D'ailleurs, le moment où je parle actuellement, il y a des camarades à moi qui se préparent pour demain. Il y a des gens qui sont en train de préparer des pancartes, des banderoles pour renforcer la marche de demain. Il y a aussi des citoyens qui nous appellent de toutes les régions de la Kabylie, de toutes les régions à travers le territoire national qui veulent rejoindre la marche des étudiants. Il faut savoir une chose très importante, c'est que nous sommes dans l'obligation de passer à la vitesse supérieure. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a toutes les régions aujourd'hui à Bouskan, vous l'avez montré sur la page, à Bouskan, les gens qui sont sortis pour dire non à cette mascarade. Il y a des gens à Dla Ben Khadda qui font des marches nocturnes chaque nuit. Et heureusement, un peu partout en Algérie, oui. Effectivement, heureusement, je tiens à signaler un point très important, c'est que les étudiants de l'université de Mouloud Mamri, de Tizi Ouzou, sont sortis hier, la nuit, malgré toutes les conditions météorologiques. Nous avons dit qu'on va investir le terrain, on ne va pas abandonner. Il faut savoir une chose très importante, c'est que on reçoit des menaces quotidiennement, surtout quand on organise des marches nocturnes, mais nous n'avons pas peur, parce que nous ne pouvons pas oublier les paroles de Karim Tabou quand on l'a invité à une conférence à Tizi Ouzou. Il nous a dit clairement, moi, je vais reporter ces paroles telles qu'elles sont. Moi, j'ai raté la révolution 54-62, maintenant c'est notre révolution. Donc nous devons tous préserver cette révolution. Et en tant qu'étudiants au sein de l'université Mouloud Ben Abed Tizi Ouzou, ou bien au sein de toute l'université algérienne, nous avons dit clairement que nous serons déterminés, on ne va pas abandonner. Si vous me permettez d'ailleurs, je vais passer un message très important à toutes les universités algériennes, si vous me permettez d'ailleurs. Sinon, pour... oui, pour... Il a un message, il a dit un message. Oui, allez-y, oui. C'est un message très important, c'est que le ministère de l'enseignement supérieur, ils vont essayer d'appeler à des vacances anticipées à partir de 10 décembre pour vider les universités, pour vider les cités universitaires. Mais nous, en tant qu'étudiants, on va répondre avec un seul mot. L'université appartient aux étudiants, aux enseignants, aux fonctionnaires. Même s'ils vont appeler à des vacances anticipées pour vider le mouvement, pour vider les universités, on va rejoindre le terrain et on ne va plus abandonner parce que c'est notre révolution. Et on sait très bien, l'étudiant est bien conscient, c'est que si on va rater cette chance, si on va rater cette révolution, on ne doit pas uniquement attendre leur vengeance, mais on doit subir toutes leurs pratiques durant des années, plus de 50 ans, plus de 100 ans. La parole est à vous. Sinon, Omar Tabt, la dernière question concernant les slogans de demain, donc la journée de demain. Est-ce qu'il y a eu une coordination entre Tizi Ouzou, Alger, Bdaya, Tlemcen ou non, même pas? Il faut savoir une chose, c'est que l'étudiant en ce moment ne peut pas se permettre d'organiser les coordinations nationales parce qu'il y a des gens qui sont infiltrés. Il faut savoir une chose, c'est que notre chance de s'organiser, c'est votre aide. Notre chance de s'organiser, c'est vos pages Facebook. Notre chance de s'organiser, c'est le slogan qui sont quotidiennement à Tizi Ouzou, à Boumerdes, à Alger, à Bosch-Bourges, à toutes les universités algériennes. L'étudiant est bien conscient, malgré qu'il n'y a pas de coordination nationale qui organise les marches des étudiants ou bien des slogans, mais je vais dire, à mon avis, tout est clair. Maintenant, nous avons un seul ennemi, c'est cet Aïssaba, c'est ce pouvoir mafieux. D'ailleurs, si vous avez remarqué, les slogans qui sont à Boumerdes, les slogans qui sont à Oran, les slogans qui sont même à Adrar, sont les mêmes slogans qu'à Tizi Ouzou. Nous avons dit non à l'État militaire, oui pour un État civil, non à l'armée, non à la gérance de l'armée. Nous sommes déterminés pour un État de droit. Merci. Et juste un message très important avant que je quitte. Je tiens à dire une chose à tous les étudiants, à toute la jeunesse algérienne, de rejoindre cette révolution, malgré que c'est difficile, mais il y a une chose très importante, c'est qu'on doit savoir toutes et tous comme on est. La détermination et le courage de tous les opinions et politiques, c'est notre force, c'est notre espoir. Tous nos sacrifices d'aujourd'hui seront une réussite de demain.
Donc, je tiens à appeler toute la communauté universitaire algérienne, pas uniquement à Tizi Ouzou ou bien à Budjaya, de rester mobilisés, d'éviter la confrontation avec la police parce qu'ils cherchent à nous pousser à la violence avec leurs menaces, avec leurs pratiques qu'on a l'habitude de faire. Ils ont joué toutes leurs cartes et nous avons tout compris. Merci. Merci Omar, t'as très bien dit. يعطيك الصحة. À une prochaine fois, Inch'Allah. Mes amis, on va parler un peu de la justice, donc des arrestations, des détenus. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, Nour al-Houda a été libéré. Regardons cette vidéo justement, un peu de joie et de la bonne humeur. Dégage Gaïd Salah, هذا العام ما كاش le vote. Donc c'est le peuple algérien qui scande ce slogan depuis maintenant 9 mois. Et nous sommes rejoints par notre ami confrère Chaaban Qassi, qui est journaliste. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hussein, bonsoir aux invités. Et bien évidemment, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Chaaban Qassi, nous allons commencer apparemment par un peu de l'actualité en Algérie et surtout à l'international. Qu'est-ce qui se passe avec l'Union ou le Parlement européen? Alors, le Parlement européen donc, se réunira jeudi, a priori. Donc, c'est sur le calendrier du site officiel, justement, pour revenir sur cette situation en Algérie. L'eurodéputé, on va ensemble visionner ce premier tweet, justement, il y a déjà quelques mois, puisque Raphaël Glucksmann, qui est eurodéputé socialiste, disait « Un tiers des Algériens a moins de 20 ans et n'a donc connu qu'un seul président qui était déjà sorti des livres d'histoire lors de son retour en 1999. Comment imaginer que le règne de Bouteflika puisse durer 5 années de plus? Soutien total à la jeunesse algérienne. » Donc ça, c'est en février dernier. Donc pour dire que déjà Raphaël Glucksmann, qui est eurodéputé socialiste, soutenait l'Algérie. Donc il a souhaité en fin de semaine, et il a provoqué un débat au sein du Parlement européen, justement pour dénoncer un peu cette situation. Ce silence, je le cite, le Parlement n'a pas eu un mot en session plénière sur un mouvement aussi massif, aussi exemplaire que le Hirak algérien. Cette révolution ne brise pas un carreau et pourtant pourrait changer la face du monde méditerranéen, le nôtre aussi, donc il faut le rappeler, donc ça aura lieu jeudi. Alors ce qu'il faut retenir là-dedans, donc ça c'est une bonne nouvelle, puisque plus on parle de cette révolution algérienne et plus on dénonce un peu ce qui se passe en Algérie, c'est plutôt pas mal, mais ce qu'on peut retenir tout de même, c'est tout d'abord à commencer par l'actualité. Les réactions, donc officiellement, donc, Alger s'est prononcé cet après-midi et a réagi via le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, ministre de la, exactement, Hassan Rabhi, à l'agence officielle presse. Donc je le cite, il est admis dans l'esprit de l'Union européenne ainsi que tous nos partenaires étrangers que l'Algérie s'attache au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Tout comme, elle n'admet pas en tant qu'institution et peuple qu'il puisse donc avoir une interférence dans ses affaires intérieures. Il dit clairement que l'Union européenne et l'Algérie, de par le nombre des accords qui ont été signés, renforcent la confiance en l'avenir de ces relations auxquelles les deux parties accordent une importance stratégique. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, Alger s'est prononcé ce matin et parle d'ingérence. Condamne bien sûr, oui. Et condamne ce débat qui aura lieu jeudi matin. Saïd Akinin aurait des choses à dire là-dessus. Alors juste avant
Avant de faire réagir nos invités, je vous tourne le dos, hein, désolé. Avant de faire réagir nos invités ce soir, on va tout de même revenir sur deux, trois réactions comme ça de nos candidats. Oui. Abdelmajid Tebboune qui dit « Le peuple algérien est libre et n'acceptera aucune ingérence dans les affaires intérieures par des partis extérieurs, y compris les tentatives de l'Union européenne. » Pour en citer un autre, Asdine Mioubi, le choix de cette date, la veille de la tenue du scrutin, en dit long sur leurs intentions malveillantes. Et pour terminer, mais ils se sont tous exprimés, Abdelkader Bengrina qui lui parle de serviteurs aussi au service de leur maître qui ne souhaitent pas voir l'Algérie debout. Saïd? Vous savez, c'est voir quand j'entends les réactions d'abord de ceux qui sont les appendices, les mains de l'ingérence dans le pays, à savoir toute cette panoplie de charlatans qui ont eu des réactions. Moi, je ne fais que sourire. Quand le dossier médical de l'ancienne momie est détenu par l'ancienne puissance coloniale. Mais aussi, me semble-t-il que le premier élément, Glucksmann, j'aimerais bien le voir s'exprimer sur et proposer une motion sur la vérité et la justice pour l'assassinat des moines de Tibrin. J'aimerais bien aussi le voir déposer une motion pour avoir la vérité et la justice aussi pour les attentats du RER, pour aussi le détournement de l'avion d'Air France. J'aimerais bien aussi le voir déposer une motion pour qu'on en parle aussi sur les valises qui finançait ceux qui étaient chargés du service après-vente du processus démocratique en 1992 et que de nos frères et sœurs qui ont été assassinés arbitrairement, parfois disparus. Et ça, c'est très important. Le deuxième élément, le titre de la motion justement qu'il avait proposé, elle porte un titre un peu tendancieux. Je me dis qu'il est en train de rendre service à Gaïd Salah. Il est en train de rendre service dans quel sens ? Cette motion, elle porte un titre « Prisonniers politiques et minorités religieuses ». C'est un titre de résolution faisant référence aux appartenants ethniques et religieuses avec le lot de segmentarisation de la société alors que les Algériens luttent pacifiquement pour accéder à la citoyenneté. Deuxième élément. Troisième élément, je pense qu'il y a une leçon qu'il va falloir entendre, c'est le changement de la praxis politique. Quand les officiels parlent d'un autre pays, ils peuvent trouver, les loups ne se mangent jamais entre eux, ils peuvent s'arranger entre eux, mais par contre, aujourd'hui, nous devons faire, il y a nuance entre ingérence et solidarité. Justement, Nazim Taleb, solidarité, ingérence, le peuple algérien est très sensible dans cette question. Hein. L'ingérence, pourquoi il a parlé, qu'est-ce que ça veut dire, les gens sont perdus. Moi, je crois que déjà, il faut définir ce que c'est l'ingérence. Oui. Nous, en tout cas, au mouvement Rachad, on la refuse, bien sûr qu'on refuse toute ingérence. Oui. Après, quelle ingérence? On parle de quelle ingérence? Oui. Nous, en mouvement Rachad, on croit qu'on doit travailler avec les peuples, c'est-à-dire sensibiliser. Il y a, par exemple, il y a une marche le 1er à Bruxelles, il y a des appels pour aller à Bruxelles, c'est pour sensibiliser les citoyens en Belgique. Quand on marche ici à République, c'est pour aussi sensibiliser les citoyens français. Oui. Nous, on ne veut pas d'intervention de gouvernement dans l'affaire intérieure. Mais bon, après, eux, quand il s'agit de choses qui ne sont pas à leur avantage, ils parlent d'ingérence. Mais par contre, je vous rappelle que l'Algérie, c'est qui a permis aux avions français de bombarder nos voisins en Mali? Est-ce que ce n'était pas une ingérence? Quand la Russie a pressé l'Algérie pour ne pas reconnaître le Kosovo, alors que lui, il est pour l'indépendance des peuples, ils n'ont pas accepté le Kosovo. Donc ça, c'était une ingérence. Donc c'est au fait du deux poids, deux mesures, la même chose pour le Timor oriental. Donc encore une fois, quand c'est pour leurs intérêts,
Mais non, mais la question qui se pose peut-être, Chaaban, je ne sais pas, est-ce que tu serais d'accord ou pas, est-ce qu'une telle motion, intervention d'un ordre... Enfin, le débat, il est très subtil. Hein. C'est ce qu'on voit depuis février. Ingérence, pas ingérence. À la fois, le mouvement en France se réunit devant l'Assemblée nationale pour avoir des réactions de l'international. Oui. Il y a tout de même une demande des manifestants et des manifestantes que l'international se préoccupe, que les députés se préoccupent. Une demande, je ne sais pas. En tout cas, dans chaque débat, et comme ici ce soir, et ça dure depuis maintenant des mois et des mois, à chaque fois, on soulève cette question: où sont les médias internationaux, où est la presse plurielle et libre en Algérie? En tout cas, faut-il encore qu'elle existe? Mais surtout, où sont les États? Non. Alors ensuite, il y a une vraie question. En tout cas, on demande. Mais est-ce que Glucksmann, c'est l'État? Je voudrais juste terminer là-dessus. Oui. C'est très subtil entre ingérence et solidarité. Ce qu'aurait aimé, par exemple, concernant Emmanuel Macron, comme l'a fait Marie Arena, députée européenne belge. On aurait aimé, enfin les manifestants auraient aimé, notamment en France, avoir un président qui dénonce tout simplement ces arrestations. Non, mais restons sur Glucksmann, Chaaban. Moi, je voulais dire, Nazim, je voulais juste dire, est-ce qu'une intervention pareille serait en faveur du Hirak ou pas? C'est ce qui nous intéresse. Non, par rapport à ce qu'il disait Chaaban, nous, effectivement, on dénonce le mutisme des médias, ce qui est normal. Oui. C'est pas normal. Par exemple, à Hong Kong, il y a une balle qui est tirée, ça l'a fait la une des journaux. Et on a une révolution pacifique où il n'y a pas un carreau qui est cassé, personne n'en parle. Maintenant, ça, c'est effectivement, ça, on le dénonce, ce mutisme des médias qui est incompréhensible. D'accord, on passe à autre... Non, mais si tu permets, Houssine, si tu permets, très vite. Oui, parce qu'on a d'autres éléments. Oui. Au début, il y avait eu une incontinence de ces médias qui ont parlé parce qu'ils voulaient concentrer la révolution algérienne contre le 5e mandat. Moi, je suis témoin, j'étais à République, ils ont parlé, TF1, M6, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand ils ont vu que ça leur échappe, et c'est le changement du régime, c'est la remise en question de l'espace France-Algérie, de cet espace de chasse gardée dont la France croit encore détenir. Et comme les Algériens sont encore beaucoup plus mûrs et beaucoup plus subtils, ils disent l'indépendance. Vous savez, il n'y a aucune demande à aucune intervention. Il est vrai que médiatiser est une chose. En effet, la solidarité, c'est entre les peuples. Si réellement ces machins, ils ont un sens. Aujourd'hui, nos frères ouïghours, c'est la minorité la plus persécutée au monde. Pourquoi qu'ils ne fassent rien? Pourquoi pour les Palestiniens, ils ne fassent rien? Et sinon, vous savez, quand ils viennent, c'est pour une simple et unique chose. C'est pour chercher leurs intérêts. Je vais vous donner des exemples. La guerre contre l'Irak, elle a été déclenchée par les États-Unis contre une résolution de l'ONU. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Le mois de février dernier, il y avait une résolution de ce machin, Parlement, je ne sais pas quoi, technocrate. Parlement européen, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour l'Égypte de Sisi. Donc, regardez l'intervention qu'il a fait en Libye. La motion, elle porte quoi? La motion, elle porte quoi? La motion, elle porte quoi? Cette motion, elle pense qu'il ne faut pas donner de la nourriture au peuple égyptien. Mais ils ont enlevé l'aspect qu'il ne faut pas vendre les armes à Sisi. Donc, ces peuples, nous voulons la solidarité des peuples. Quant aux États, ils ne vont que renforcer Gaïd Salah et le commandement militaire. Et l'ingérence, c'est Gaïd Salah. Pour ce point, on passe à... Non, en 30 secondes. S'ils veulent vraiment faire quelque chose, premièrement, sans ingérence, ils peuvent le faire. Ils peuvent geler les avoirs des dignitaires algériens. Ils peuvent rompre tous les contrats de livraison d'armes. Ils peuvent, mais ça, ils le font entre eux. Ils n'ont pas besoin d'intervenir dans notre espace politique. C'est pour ça que je vous dis, l'intervention, on est contre catégoriquement. Mais ils peuvent faire des choses, mais ils ne le feront pas. On sait que ça, c'est que des paroles. Et on a vu, effectivement, comme Saïd a dit très bien, en Chine, ce qu'on fait avec les Ouïghours, en Palestine et dans d'autres pays, malheureusement, on parle des droits de l'homme, mais en réalité, c'est que les intérêts des multinationales. Et la question que j'ai vu beaucoup poser depuis 2-3 jours, justement, par rapport à cette question, c'est pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce timing? Pourquoi après 9 mois? Sinon, Chaaban, on passe à un autre élément. On voit en tout cas Abdelkader Ben Salah qui a reçu donc M. Al-Azhari aujourd'hui. C'est ça exactement. Enfin, en tout cas, on voit que c'est très sensible. Alors à la fois, il faut rester dans le silence, il faut en parler. En tout cas, c'est jeudi matin au Parlement européen et on verra un peu ce qu'il en dit. Effectivement, Bouzid Lazari, qui est lui le président du Conseil national des droits de l'homme, donc a été reçu par Abdelkader Ben Salah, qui est le chef d'État donc par intérim, justement pour lui remettre ce rapport sur les droits de l'homme en Algérie pour l'année 2018. Je vous propose d'écouter un extrait justement du président du Conseil des droits de l'homme national et on se retrouve tout de suite après. والله أنا أولا كمجلس وطني لحقوق الإنسان وكصاهر
على أن حقوق الإنسان يجب أن تتجسد، وكصاهر على أنه أي انتهاكات يمكن أن تقع ترفع لنا من أجل أن نتعامل معها ومن أجل أن نتصل بالمؤسسات، أنا أستغرب وأتعجب كيف أنه في هذا الظرف بالذات كنا نتكلم، الجميع يتكلم، كنا ننتظر أن الشعب الجزائري تعطى له جائزة نوبل في الحضارية والسلمية، فإذا به وفي هذه الأوضاع، أي أنه في بلدان أخرى تشاهد القتل وتشاهد يعني عمليات خرق واسعة لحقوق الإنسان لا يتم الاهتمام بها، ثم نأتي إلى الجزائر في هذا الظرف ونحن في المنعرج الأخير للذهاب للانتخابات الرئاسية من أجل التشويش للكلام على أنه قضية استعجالية حول خرق حقوق الإنسان في الجزائر. نحن نقول نحن مفتوحين هنا كمجلس وطني حقوق الإنسان للكلام عن هذه هي أي خروق نتكلم عن هؤلاء الشباب الذين تم توقيفهم إلى آخره. هؤلاء الشباب فيه يتقدموا للمحاكم، نلاحظوا حتى في المحاكم كثير منهم تم إطلاق سراحه. وأنا أقول وقد كررتها بالنسبة لهذه المسألة، أولا في الجزائر لا توجد جريمة الرأي، أننا نعاقبك من أجل رأيك. راجعي قانون الانتخابات الجزائرية وأنا محامي وأعرف ما أقول، لا توجد جريمة بهذا النوع. كل شخص يتم توقيفه من طرف الضبطية القضائية. الضبطية القضائية توقف الناس وتقبض عليهم، لكن يجب أن توقف عندما تكون لديها أدلة متماسكة وقوية على ارتكاب جريمة مذكورة في قانون العقوبات وفقط، لأنه احنا نكون ضد لو كان يتجاوز مثل هذا العمل وندد به. Voilà, vous l'avez entendu ici, hein, donc c'est Bouzid Lazari qui est le président du Conseil national des droits de l'homme qui lui donc s'oppose totalement. Il dit clairement hein, que cette démarche, bon d'abord il dit tout va bien, et qu'il dit clairement que cette démarche est d'autant plus étonnante qu'elle intervient au moment où nous attendions que le prix Nobel de la paix soit décerné au peuple algérien, et dans une période un peu particulière aussi, puisque c'est les élections dans maintenant quelques jours. Il est étonné de la programmation par le Parlement donc, de cette séance d'urgence. C'est ce que vous disiez, Saïd. C'est un jeu de rôle. Glucksmann rend service au régime algérien. Et eux, ils se sont servis pour pouvoir cristalliser le peuple. Attention, l'ennemi étranger. Alors je peux me permettre de vous poser une question. Comment, selon vous, est-ce que le pouvoir de Gaïd Salah et le peuple algérien doit rester entre lui, ou alors est-ce qu'il faut prendre en compte ces propositions de Raphaël Glucksmann, eurodéputé socialiste, et puis Marie Arena aussi, qui est députée belge? Est-ce qu'il faut quand même prendre en compte ces propositions, ces réactions à l'international? Est-ce que vous pensez qu'il faut totalement rester dans le silence? Dans l'algérien, pas dans le silence, mais dans l'alternative. Ça peut être positif, je vous coupe. Pas dans le silence. Ça peut être positif jeudi matin. Ça peut être positif jeudi matin qu'à l'Assemblée, au Parlement européen, que la question de l'Algérie. Pas dans le silence, mais dans l'alternative. Ce que je dis, je le dis à travers une expérience. En 2001, j'ai reçu moi personnellement la députée verte européenne. Je lui ai transmis de mes propres mains des balles explosives avec lesquelles l'ancien chef du gouvernement, Slel, et aussi ses forces, tuaient les jeunes Kabyles, les jeunes Algériens de Kabylie. Qu'en est-il après? Il y avait une résolution. Il y avait une résolution. Bouteflika était réélu après. Mais après, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait absolument rien. Mais par contre, l'alternative aujourd'hui, c'est de voir ce Glucksmann venir ici à Paris, faire un rassemblement et avec d'autres députés devant la Radio France, devant TF1, devant d'autres télés, et aussi mobiliser le peuple. Vous savez, durant la guerre de libération nationale, il y avait de la solidarité. Absolument. Et la solidarité, elle se passait comment? Elle se passait à travers le monde associatif, le monde ouvrier. Vous savez, les premières formations de l'esprit révolutionnaire algérien, il s'est fait à travers la CGT. Et la dernière fois, j'ai participé avec ACDA. ACDA a organisé une belle initiative où tout le monde disait... Pour résumer un peu ce que vous dites, vous êtes passionné, vous êtes animé comme d'habitude, mais on vous connaît là-dessus. On vous connaît là-dessus. Ce qui est souligné là, c'est pourquoi maintenant, on se souvient de Mathilde Panot qui s'est rendue en Algérie, c'est pourquoi maintenant, effectivement... Sinon, Nazim, rapidement, quand Lazari parle des droits de l'homme en Algérie, il dit qu'en Algérie, il n'y a pas de détenus d'opinion aujourd'hui. Non, mais ça, c'est un jeu de rôle. Oui, mais c'est quand même... Lazari, c'est quelqu'un qui a participé à la rédaction de 2 constitutions. Oui, absolument.
à la pharaonisation de Bouteflika. Lui, il va nous dire qu'il y a des droits de l'homme en Algérie. Il parle d'un état de droit. Comment se fait-il que... Ça veut dire qu'ils montent comme ils respirent, ces gens-là. Il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont porté le drapeau kabyle. Parce qu'ils ont accompagné quelqu'un qui portait le drapeau berbère. Regardez, pour voir qu'il n'y a pas d'État en Algérie, il n'y a pas de justice. Et vous avez un autre État, un autre wali de Annaba, ou là de Bab el Oued, qui innocente les gens pour le même motif. Oui. En France, le juge, oui. Le juge. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un, et il dit, on applique le droit, c'est-à-dire on ne peut pas faire de condamnation s'il n'y a pas... Je le mets au défi de nous ramener un seul texte qui criminalise quelqu'un qui porte le drapeau amazigh. Merci. C'est pour ça que je vous dis ça, il faut se concentrer sur l'essentiel. Il n'y a pas d'état de droit en Algérie. Regardez les i'tiqalat, comment elles se font. La brutalité qui est crescendo, qui se fait ressentir chaque jour. Et il verrait les justement, Chaaban justement va développer un point là-dessus, je pense. Alors, rapidement, il faut noter aussi que Lazari a tenu à rappeler qu'il n'existe pas en Algérie de crimes d'opinion. Fin de citation. Ce qu'on peut dire aussi, il y a une grande... Il faut qu'il aille le dire à Bourgain en prison. Voilà. Il y a une question donc, qui se pose, mais dont on connaît la réponse. C'est l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Vous serez peut-être satisfait, Saïd Aknin, donc qui est basé en Suède et qui dit clairement que l'Algérie aujourd'hui ne peut pas être considérée comme une démocratie. C'est TSA qui s'est entretenu notamment avec alors le rapport est intéressant, on n'a pas trop le temps, on pourra en parler mais Chaaban, c'est une belle trouvaille. Quand même. Oui. Mais c'est bien de s'y intéresser encore une fois et c'est bien d'entendre notamment Annika Silva Leander, qui est directrice de cette équipe qui a élaboré ce rapport et qui dit que l'Algérie, depuis 1995, est classée dans un rapport comme hybride. Un régime hybride est un régime qui est considéré comme totalement démocratique, où le principe des critères, il faut utiliser et savoir si le pays organise des élections avec un minimum de compétitivité. Oui, on revient toujours aux élections, qu'il faut organiser des élections libres, Saïd. Ce n'est pas du tout pour renforcer le peuple, en vrai. Mais absolument pas, mais c'est pour ça là que moi je parle de l'alternative. Oui. L'alternative, c'est ce monde associatif qui avait formé des militants pendant la guerre de libération nationale. C'est de parler au cœur du peuple et non pas parler à des institutions dont aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains des lobbies. C'est les lobbies qui font le pouvoir. C'est les lobbies qui font les lois. C'est les lobbies qui rédigent les lois. Sinon, dites-moi, donnez-moi une résolution. Oui. Une seule résolution depuis l'existence de ces machins qui ont apporté de la paix, de la sérénité, de l'amour, de la fraternité, de la démocratie à ces peuples. Est-ce que le peuple algérien est isolé aujourd'hui parce qu'on arrive à la fin, il est livré à lui seul, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, bien sûr que le monde entier fait en sorte à ce que cette nouvelle dynamique pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial des peuples et qui remet en question complètement à la fois la praxis politique et à la fois le mondialisme crée une contagion. L'Algérie, elle était un modèle entre 54 et 62, elle est aujourd'hui un modèle. Elle le restera toujours, Saïd Aknin, Inch'Allah. Chaaban, s'il nous reste une minute, on va diffuser pour apaiser un peu le plateau aussi, pour faire sourire. On va peut-être diffuser ce petit garçon qui a souhaité vraiment réagir aux caméras de Chaaban aime très bien ce garçon. Et voilà, ça donne de l'espoir. Bonjour mes frères, on va gagner maintenant, on est des bonhommes. Nazim, on va gagner maintenant. Oui, non, mais moi je suis persuadé qu'on a gagné parce qu'effectivement, Saïd l'a très bien mentionné tout à l'heure, ce peuple n'est pas sorti parce qu'il a soif ou il a soif de liberté. C'est pas pour des conditions socio-professionnelles. C'est pas parce qu'il a le frigo qui est vide. Oui. C'est pas parce qu'il a faim. Il a faim de liberté. Il a soif de liberté. Et donc cette conscience, elle peut jamais, on peut pas, c'est impossible. C'est un match perdu pour le pouvoir. Et je voudrais juste saisir cette occasion, rappeler, puisqu'on a parlé des droits de l'homme, le 10 septembre, c'est la journée des droits de l'homme. Donc moi personnellement, j'aimerais bien voir tout le monde haut et fort avec les imprimés de Al-Mu'taqalin, Karim Tabou, Boumela, Bourga. Le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. Les lever haut et fort
pour leur Alors, montrer, à vos pour leur portraits- montrer notre soutien. À vos portraits donc, des détenus le 10 décembre. Saïd et Sahbi, ça y est, il est 20h. Juste une minute. Oui. En effet, le 1er décembre, il y a une marche à Bruxelles. C'est Oui. pour Et à mobiliser Paris, à Paris l'opinion. aussi. À Paris Et aussi, le premier. c'est ce que j'allais dire, et Oui. aussi il y a une marche Oui, à oui, à Paris. Paris, oui. Oui. Certains essayent d'opposer, certains essayent de stigmatiser. Il n'y a pas à stigmatiser, ce sont deux actions complémentaires. Et ceux qui y vont sont des militants, ceux qui Et marchent vive à l'Algérie. Paris sont des militants. C'est par amour de l'Algérie qu'on va le faire. Et vive l'Algérie. Bien sûr, jusqu'à la mort. Merci Saïd Akinin, merci Shaban Kassi, merci Nazim Taleb, merci Omar Tabet, merci Atman Mazouz. Cette émission arrive à sa fin. Merci à vous tous et toutes. قمة ديالنا السلام عليكم. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبرالي ليبرالي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرالي 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 الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر اليوم خدينا المسؤولية وخرجنا للتغيير كاع شبيبة جزائرية وكاع ناويين الخير جامل نفشو واللي صار يصير اليد في اليد والله نوصلو يتحقق حلمنا الكبير libéré